pas mal d'élèves. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck Cabot-David et je suis l'heureux fondateur de cette école. Voilà. Donc vous allez assister au spectacle Berger et Grimbert, enfin, à la présentation d'élèves. Je vous demande bien sûr, comme d'habitude, éteignez vos portables, s'il vous plaît. De toute façon, il n'y a pas de réseau, donc ça ne sert à rien. Et une chose très importante aussi, parce qu'on a eu le problème hier, je vous demande, vous n'avez pas le droit de sortir pendant le spectacle. C'est clair. Vous n'avez pas le droit de sortir, à moins qu'il y ait vraiment une extrême urgence. Si c'est le cas, vous le faites pendant le changement de scène. Comme c'est des scènes, vous ne le faites jamais pendant que les acteurs jouent sur scène. D'accord? Je compte sur vous. Vraiment, c'est important pour eux, parce que ça les trouble beaucoup. Et la porte faisant beaucoup de bruit, c'est très gênant. D'accord? Alors, je vais demander à mon cher Éric Berger et Olga Grimbert de nous rejoindre et de vous dire quelques mots. En tout cas, je vous souhaite une excellente après-midi et un bon spectacle. Par exemple, on peut sortir si on fait un arrêt cardiaque. Si on sent des douleurs dans le bras, la mâchoire gauche, la mâchoire viscérale, etc., là, on peut sortir. Sinon, c'est un peu mieux de rester et d'attendre les changements de scène. Alors évidemment, ça va être un peu plus compliqué parce que j'essaie de travailler des blocs, donc des interscènes, il y en a un petit peu moins que à d'autres moments, mais enfin bon, vous débrouillerez, il y a un petit peu de musique, le plateau se vide, vous comprendrez que c'est le moment où on peut sortir. Alors après, si on sort, je vais continuer là-dessus, ça me plaît beaucoup ce thème. Si on sort, on ne rentre pas par contre. Sauf si on a un défibrillateur derrière et que son arrêt cardiaque est terminé, on peut alors rentrer. Là, ça me va. Mais sinon, on essaye de ne pas trop faire comme ça. Ce qu'on va vous présenter, Olga et moi, donc notre classe, on a travaillé, je vite fait un petit résumé, on a travaillé en début d'année sur des poèmes de Roland Dubillard. Des poèmes, c'est pratique. D'abord, c'est pratique parce que ce ne sont pas des textes dramatiques, c'est pas forcément destiné à la scène. Alors, ça permet de s'interroger sur la prise de parole, le texte, etc. Et puis, alors, ça nous a bien plu, les poèmes de Roland Dubillard. Alors, on a décidé de les amener jusqu'ici. Ce qu'on a fait en deuxième partie, en partie suivante, on a une interview que j'ai extraite d'un livre qui s'appelle La misère du monde de Pierre Bourdieu, qui est un énorme ouvrage sociologique où il a mené plein d'interviews sur plein de gens. Je voulais aussi voir ce qu'on pouvait faire de ça, d'un texte qui n'était pas destiné à la scène, de voir si on pouvait le rendre un petit peu spectaculaire dans le sens de spectacle présenté à des gens. Voilà, ça, j'en sais rien. Moi, je suis content du résultat, les élèves aussi, mais on attendra que vous entrez. On attendra que vous nous disiez, vous, ce que vous en avez pensé. Mais c'est un texte qui n'est pas du tout destiné à la scène, et ce n'est même pas une écriture dramatique, c'est-à-dire que ce n'est pas un auteur qui a pris la peine d'écrire quelque chose pour le représenter en public. Ce travail nous intéressait. Après, il faut quand même travailler un petit peu de théâtre, donc on enchaînera, on passera par Claudel, Courteline et Molière, pour finir aussi par le Mariage forcé, qui est une petite pièce de Molière, que les élèves ont eu la gentillesse de bien vouloir prendre en charge sur l'intégralité. Donc il y aura toute la pièce, tout le mariage forcé. Alors ça dure moins de 3 heures, donc ça va, vous pouvez... Non, je déconne, ça dure 20 minutes, 25 minutes, donc ça va, on a pu la monter en entier. C'est une petite pièce d'un théâtre de Tréteau qu'il a écrit juste avant de se mettre à réécrire le Tartuffe, juste après l'impromptu de Versailles. Voilà, le tout devant durer, pour ceux qui seraient très inquiets, 1h25, grand maximum. Merci, et puis Olga, tu vas ajouter quelque chose ? Il a tout dit, il a pas tout fait, donc c'est normal. C'est bonne vision. Voilà. Bonne vision. Si le bruit recommence à prendre mon oreille comme un arbre sa pomme, si je ne suis plus moi-même au volant des vagues pour conduire la mer où la mer serait mieux, si j'ai des horizons qui m'entrent dans les yeux, un cri
pour ne toucher que le tympan des morts. Si un rien m'étrangle, et encore s'engorge pour les doigts de l'oubli fouillant la mémoire comme une veste son armoire. Si cela recommence, si cela se réinstalle, et si je dois signer ma propre figure et me scier ma scie comme un clou se clouerait soi-même dans son fer, si cela est vraiment la chose nécessaire, et le dernier bélier par quoi s'ouvre la porte, et si c'est par ici qu'il faudra que je sorte, je veux bien. Mais alors, que quelqu'un me le dise, que quelqu'un me le dise, et je reste sur terre, fixé dans mon sourire et droit sur mon derrière. Sous terre, ce qui fait du bruit, c'est une fleur qui ne veut pas sortir. Pour sortir, il faut faire la queue, car ça s'opère par un unique trou de souris. Il y en a une qui ne veut pas, et c'est pour elle que je monte à cheval, avec ma distraction pour lance. Si elle ne veut pas sortir, moi j'entrerai. Les dragons sont moins terribles que les yeux de mon cheval, bien qu'ils fassent plus de bruit pour couvrir le bruit que j'ai dit. Bientôt, le monde apprendra ce qu'un homme et une fleur ont à voir ensemble. Il a fait semblant de ne pas m'avoir vu. Pourtant, j'ai bien vu alors qu'il ne voyait plus rien. Et quand je l'ai perdu de vue, pendant des heures, on m'a dit qu'il a fait le tour de la ville. Je l'ai vu revenir de très loin, et tout droit, à la façon de ceux qui savent bien mon nom. Et il m'a dit aussi ce qu'ils me disent, mais je ne l'ai pas entendu. Je me disais, que va-t-il devenir? Combien de temps demanderont ses yeux? Car ses yeux n'étaient pas de leur couleur encore, en sorte que ce n'est pas vraiment lui qu'à cet instant j'ai vu revenir, mais sa main qui venait la première. Et tandis que cette main, à la rencontre de la mienne, venait, pareille à des oiseaux, j'aurais juré que je ne devenais pas les troubles, comme le font lorsqu'on les approche les nuages. Et lui, voyant que je ne pensais plus à moi que comme à des oiseaux qui s'éloignent, il dit: je reviendrai. Et il a redressé autour de moi le champ, et il a remis le bois dans ses lignes, et les reflets des feuilles dans le fleuve, il les a replacés dans l'arbre avec les feuilles. Et sous ses yeux, le fleuve a retrouvé sa vraie couleur. Et moi, quand il est revenu, j'étais très claire, à cause de mes yeux qu'il regardait. Quand il m'a touchée, j'ai vu s'ouvrir à leur vraie place, et calme, les cailloux du jardin comme une maison blanche. Ce n'est pas votre peau qui fait que je vous vois, car je la vois à peine. Ce n'est pas votre peau que j'aime, mais je n'aimerais pas une femme de bois. Ce ne sont pas vos deux jambes qui font que, vers vous, malgré moi, vont les miennes. Je vous aimerais moins si vous en aviez trois, cependant, même en porcelaine. Vos cheveux sont-ils bruns ou blonds? Comme les embruns, comme les houblons. Mais si vous n'aviez qu'un cheveu, je n'aurais pas vu votre tête. Et ce n'est pas non plus que vous soyez semblables par les yeux comme des chiens et par le sourire, compte aussi les statues, à toutes celles que j'ai vues ce soir au tourbillon du sable, mêler le rond nuage de leurs pieds. Car vous pouvez marcher comme elles, vous n'allez pas vers des lieux inconnus. Car vous pouvez vous confondre avec elles, je suis celui qui toujours
vous reconnaîtra. Aiguille. Mais la plus aiguille entre toutes les aiguilles. Pomme d'arbre, île d'archipel, et parmi les oiseaux irréels, le réel oiseau de mes ailes. Cerveau fatigué dans sa besace de cheveux réserve, où trouver le courage de repasser un temps avec mes 2 poumons et l'air? Un temps vide, jusqu'à un temps plein. Au centre de quoi se répandra mon ami bien borné? Ma nuit, bornée par 2 poumons la respirant. Ce jour de pluie qui la tue en s'ouvrant, et qui la laisse vouloir avec nos mouvements. Cet autre jour de pluie qui la tue en s'ouvrant. Oh, bien sûr, je n'aurais pas dû. Si j'avais pu prévoir une chose comme vous dites, si prévisible. Mais j'en avais tellement envie. C'est comme s'il avait fallu que je me prive de mes bras. Ceux qui disent que je n'aurais pas dû ont oublié bien des choses dont il ferait mieux de se souvenir. C'est facile quand il n'est plus temps. C'est facile quand c'est arrivé. Comme c'est facile et comme c'est cruel! Car c'est moi qui reste là et qui regrette. Je regrette car maintenant il y aurait... Mais qui peut dire ce qu'il y aurait? Ils le disent pourtant sans savoir. On croit qu'une chose va continuer et quand la chose s'arrête, on croit qu'elle aurait duré si longtemps. Mais puisque c'est fait, puisque c'est arrivé, on ne va pas rester là tout autour à ne rien faire. J'y reviendrai tout seul trop souvent malgré moi, puisqu'il paraît que c'est moi. Ou bien si vous croyez qu'il faut que je paye. Je ne sais pas avec quoi. Fortuné, donne-moi tes yeux pour dominer ma vie. Fortuné, donne-moi le mieux. Fortuné, ce que tu m'ennuies, c'est l'or que je veux, car c'est ce que j'envie. Donne-moi l'or de tes cheveux. Ou alors, va-t'en! Je t'oublie. Fortuné, donne-moi l'ennui. Et si tu le veux, l'oubli aussi. Comme dans son oubli la pierre. La pierre est triste, mais d'ici ce n'est pas vraiment l'étrangère. Fortuné, donne-moi la pierre. Ne me suivez pas. Mes pas sont à moi et il faut me laisser faire. Ma fenêtre à moi n'est pas sur le toit pour aimer la lumière. Mes yeux, regardez, m'ont faite prisonnière, moi, mon rire, mon roi. Je suis dans mes yeux, moi seule et entière. Peut-être pas sans toi. Cette pierre triste est faite pour rire. Et pour la prendre aussi. Si j'ai pu m'écrire, on viendra me lire. Tout le monde est ici. Tout le monde est là s'il a froid. J'ai froid. Je n'ai froid que pour moi. Rouge d'avoir des mots à dire à ceux qu'elle aime et qui tous avaient les oreilles rouges d'une honte semblable à elle. Désireuse d'un sommeil qui troublerait le sommeil de ceux qu'endormirent ces paroles perdues. Elle se recourbe au milieu d'un soleil par qui rien d'autre qu'elle ne s'éclaire. Et se mariant tout entière à son dos malheureux, se penche et surgit dans ma chair sous la forme de cette entorse étrange et rouge.
Comme ce dont je ne parviens pas à me souvenir. Je dirais que je suis tombée. La tête n'a pas entendu ce que le pied disait. Y avait-il pas quelque chose entre vous, tête et pied, qui a disparu? Comme à 2 poutres le rivet, comme aux étages de l'immeuble, l'ascenseur, puis l'incendie. Cela tombe et cela s'éteint. Et le pied mobile. Mais d'où venez mes pattes, dit-il? Pied perdu perd son orgueil. Ce n'est rien que le fait d'avoir une allumette. Mais le tison noir lui reste dans la gorge tant que mort s'en suivent. Même emporté, même très vite, la tête et le décapité sont 2 fois immobiles. On espère toujours quelque chose qui réveille. Même quand on dort d'un sommeil de toutes les herbes, d'une prairie, où vint s'étendre pour s'y éteindre un feu qu'on ne connaissait pas. Et comme si la fraîcheur du matin, parce qu'on est plus d'un, devait venir de plus d'un lieu et de plus d'une nuit. Un doigt ne suffit pas. Faudra bien, dans nos cheveux, qu'une main passe entière. Ou qu'un souffle très grave et très puissant rassemble et reconduise vers son embouchure les ruisselets navrés du fleuve dispersé et les tubes égarés du trombone aux morceaux. Je veux être mystérieuse et triste. Avec des moustaches. Et traverser les rues qui ne vont pas où je vais. La ville est depuis longtemps mystérieuse et triste. La nuit aussi est d'elle, comme les provisions. Je tremble. Les arbres n'ont pas tous les plaisirs, et sans eux, je m'en vais. Je vais crier, Madame, Madame, votre parapluie, je crois, s'est ouvert. Fallait-il ne pas lui dire? Se mettre en colère. Ne pas l'avoir vu. Lui fermer de force. L'aurais-je quitté de toute manière. Aussi là, sous le vide. Écoute-moi. Au creux de la bouée, j'ai mis mon amour dans le tien. Va, ton bonheur passé, mon bonheur, flotte là-haut dans la nuit pleine de l'enfance d'un soleil. Petit, puis grand, puis disparu. Toi, ma seule rencontre dans le matin d'hier. Va, tu peux t'endormir. Va, nous pouvons nous quitter pour descendre. Ta mort est dans ma mort. Va, quitte-moi plutôt riche entre nous de tant d'absence. Les noyaux des pruniers se souviennent des fleurs. Accepte un bout du fil que tout le monde prend pour traverser la nuit. Tu vois, j'emporte l'autre bout, même enroulé autour des colonnes de la ville. Des tons réveillent, des monts réveillent. Ce fil me tirera de mon absence à ton sourire, à ta présence. Et moi, je te dis bonjour. Le jour, quand il finit, ne finit rien que lui. Que lui, le jour. Ou plutôt, mon jour. Ou plutôt, ce qui me revenait du jour. Ce qu'il me faut du jour pour accepter mon retour à la nuit. Ma part de jour selon mon appétit
selon mon souffle, ou ce qu'il faut au jour, ou ce que veut de moi le jour à chaque regard de mes yeux, puisque le cercle tourne et que les jours s'en vont. Rien n'est fini de moi quand le soleil s'en va. Rien n'est fini de lui quand la nuit tombe et ferme sa porte entre nous comme un double épiderme. Rien. Cette nuit n'est rien que le soleil sans moi. Aussi, pour que quelque chose finisse, hors de jour et de moi, je dois aller chercher mes fils. J'ai trouvé un caillou. Il est le caillou de ma vie. Il est mon caillou. Et je l'ai trouvé. Et dans le caillou, je ne voudrais point. J'ai trouvé le point de ma vie. Et lui, il est le point. Et d'un autre, je ne veux point. J'ai trouvé le point de mon caillou. Et j'ai trouvé la vie de mon caillou. Et mes doigts ont trouvé le doigté de leur vie. Ça a commencé par le bruit. Et puis il y a eu des attentes personnelles. Et des menaces de mort aussi. C'est quand même allé jusque-là. Moi, un jour, c'est comme ça que j'ai été complètement déprimée d'ailleurs. Un jour, je crois que j'ai été tellement excédée que j'ai tapé dans le mur mitoyen. Et il est sorti, et je suis sortie aussi. Et ça s'est passé qu'entre nous parce que Thierry était dans le jardin. Personne ne s'est rendu compte de rien. On s'est retrouvés nez à nez comme ça. Et il m'a dit, je vais te faire la peau en me menaçant avec un outil. Je crois bien que ça a été terrible pour moi parce que... Et après, ça m'a suivi, si vous voulez, en dehors de la maison. C'était dans la rue, c'était à l'école, ça s'est répercuté sur la personne, sur les personnes. C'était vraiment invivable. Le bruit, c'était une chose. C'était pas supportable. Mais il n'y aurait pas eu des menaces comme ça. Je sais pas, des travaux, ils en auraient peut-être pas fait toute leur vie. Est-ce que vous pensez que c'est une chose qui arrive souvent en banlieue? Moi, j'ai entendu parler du bruit. Parce qu'à la suite de ça, j'ai eu des rapports avec des gens qui, eux aussi, avaient été obligés de partir à cause du bruit. Mais des menaces physiques comme ça, non. Jamais, c'était la première fois. C'était des gens qui buvaient et qui étaient certainement dérangés. Et en plus, on savait aussi qu'ils avaient un passé pas très ordinaire. Parce que le jour où on a fait nos démarches et tout, à la suite de ça, on s'est aperçu que tous les gens qui étaient passés dans ce pavillon ou dans ceux de l'autre côté avaient été obligés de partir. À cause de ça. Et pour des menaces physiques aussi. Est-ce que dans l'ensemble c'était un voisinage sympathique? Oui, justement. C'est-à-dire qu'au début... La banlieue, je crois, c'est un peu cloisonné. Les gens ne sont pas très sociables. On a bien mis au moins... Jusqu'à ce que Jean-Baptiste naisse. C'est-à-dire 3 ans. Pendant 3 ans, on vivait chez nous, on rentrait, on sortait. Personne ne nous disait bonjour. Il n'y a qu'une personne, le jour qu'on a déménagé, très sympathique, qui est venue nous voir juste pour le déménagement, qui nous a dit que voilà, si on avait besoin de quelque chose, puis après ça, terminé. Bah après plus rien, oui. Plus personne n'est venu nous parler. Même les gens d'à côté, ils nous parlaient pas. Donc c'était déjà une banlieue où les gens n'étaient pas très très sociables. Mais enfin, quand il nous arrivait tous ces ennuis, les gens ont quand même été solidaires, ils nous ont soutenus. Je dois reconnaître qu'on a même été choqués parce que des gens qui nous parlaient pas, qui nous disaient même pas bonjour, le jour où il y a eu la police qui est venue,
Le jour où on a appelé la police parce qu'on en avait assez, les gens sont venus le lendemain nous demander ce qui s'était passé. Ils ont essayé de comprendre et de nous soutenir moralement. Les gens ont été assez sympathiques. Ils nous ont soutenus. Enfin voilà, ça a duré 1 an. Et ça a eu des effets sur la santé. Oh, d'ailleurs, les enfants... Bah, oui, parce qu'un enfant, ça va quand même pas dans le détail comme les grandes personnes. Et bon, comme moi, j'étais vraiment déprimée, bah eux, forcément, ils s'en rendaient compte. Jean-Baptiste, à l'époque, il était petit, donc il s'en rendait pas compte. Et même aujourd'hui, il en parle encore. On n'en parle plus. On n'en parle jamais. C'est fini maintenant, c'est tiré. Ça nous avait globalement perturbé, mais vraiment perturbé. 5 kilos, j'ai perdu. Maman aussi était malade. Mais moi j'ai été obligée de partir plusieurs fois. Je pouvais plus rester, c'était plus possible. Et le médecin m'avait dit, hein, vous devez partir, vous pouvez pas rester. Je dormais plus, je mangeais plus. C'était psychologique, il n'y avait rien à faire. J'avais ce bruit-là dans la tête. Puis le jour où il m'a menacée, j'avais peur. Je vivais avec la peur. En plus, c'était des gens qui étaient violents. On savait aussi qu'ils avaient un passé pas très ordinaire. En gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Ce qui est important aussi, c'est qu'entre nous, du fait qu'on n'arrivait pas à communiquer avec ces gens-là, on se supportait plus. C'était dramatique parce que du point de vue familial, on se supportait plus les uns les autres. On rejetait la responsabilité en permanence. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? On n'était pas responsable et on ne pouvait pas taper sur le voisin. Ce qui est important aussi, c'est que moi, j'ai jamais eu ces idées-là. Et puis Thierry non plus, parce que c'est pas un tempérament comme ça. Mais au bout d'un moment, j'avais qu'une envie, c'était de le tuer. Je trouve que d'en arriver là... Enfin, il y a des gens qui sont bagarreurs, mais moi, franchement... Mais quand je le voyais, quand je l'entendais, rien que de l'entendre, j'aurais eu quelque chose dans les mains. Je crois que je l'aurais fait facilement. J'arrivais encore à me raisonner, à me dire que de toute façon, ça apporterait que des ennuis, mais... Bon, disons que j'ai souvent eu l'idée de le faire, et Thierry aussi. Moi, je crois que c'est important, parce que d'en arriver à des extrémités pareilles, c'est quand même dramatique. Et nous, On comprend. On comprend très bien les gens dans les HLM qui sont excédés par le bruit et qui finissent par le faire. Moi, au départ, je me disais, avant de vivre ça, je comprenais pas. Je me disais, c'est pas normal d'avoir de telles idées. Mais maintenant que j'ai vécu ça, je me dis, ben si! Tellement excédé qu'on ferait n'importe quoi. On le regretterait sûrement après, mais sur le coup, on serait capable de le faire. Et une fois, j'avais tellement envie de le faire que Thierry a été obligé de m'emmener chez le médecin. Je sais pas ce que j'aurais fait. N'importe quoi. Je crois même que je me serais supprimée moi-même, parce que j'étais tellement arrivée à saturation. Et pourtant, j'avais passé un bon après-midi, j'étais gaie, tout allait bien, et il a fallu qu'il me dise ça. Mais ce qui est important aussi, c'est que on a beaucoup été soutenus. On était hébergés par les voisins, les samedis et les dimanches aussi. Les gens nous invitaient pour pas qu'on reste chez nous. C'était gentil. Heureusement qu'on a été soutenus. Je sais pas comment on aurait fait pour tenir aussi longtemps sinon. Le pavillon, on l'avait vendu parce qu'on avait marre. Sur un coup de tête, quoi, si vous voulez. Et ici, comment ça s'appelle? C'est une résidence de cadre SNCF, pour les gens qui ont la même profession. Vous vous sentez bien ici? Ah oui, on s'en oui. va, oui. C'est peut-être pas très malin à dire, mais ici c'est des gens intelligents. Des gens qui savent voir les choses comme elles sont et avec qui on peut avoir une vraie conversation. Bah, disons que quand il y a un problème, eh ben, on s'explique, on se dit le pourquoi du comment, et puis c'est terminé. Mais ça n'arrive pas souvent. Non. L'année dernière, pour Noël, on avait décidé de faire un réveillon tous ensemble. On s'était super bien organisés, chaque femme avait son petit plat à préparer. On était super. L'entrée, le plat principal et le dessert. Oui. Alors on s'est super bien organisés, comme j'ai dit. On avait fait un pot commun, et puis on a fait les courses tout ensemble. On est revenu avec nos petits plats, et évidemment, on avait toutes fait un petit truc en plus. Exactement. Moi, par exemple, j'ai fait des trucs. Oui, et il y en a une autre qui a fait des fruits déguisés. Donc tout ça, ça faisait pas partie de la communauté, c'était en plus. Et donc, vu qu'il y avait plein de restes, et bah ça a duré quoi? 3 jours après. 3 jours. C'est comme ça, ça.
y aller parce que... On était en promenade, c'est ça. Et du coup, on n'avait pas pu y aller. Mais c'est la même chose. Ça avait duré 3 jours. Ils nous ont invités pour la suite après. Et comme on n'avait pas pu aller à la soirée de déguisement, ils nous ont quand même invités le lendemain. Et c'est pas parce qu'on voulait pas y aller, hein. Mais du coup, ils sont venus nous chercher 2 jours de suite. Le jour tombe. C'est l'heure où le bon Seigneur relève ses sentinelles, de peur que sa captive ne s'envole. Oh, je suis contente d'être si bien gardée. Oui, j'ai moi-même vérifié toutes les issues. Il n'y a pas moyen d'y échapper quand je le voudrais. Quel bonheur! Et cependant, je suis entrée sans nulle permission ici. Mais qui viendrait vous chercher, mélangé comme une couleuvre à ce grand tas de roseaux? Maintenant, c'est moi qui vous tiens et qui vous empêcherait de fuir. Est-ce vous qui m'empêchez de fuir ou bien est-ce moi, au contraire, qui me suis prise à vous d'une manière si gentille que vous ne savez plus comment vous en dépêtrer? Comme vous êtes belle et comme je vous aime. Si j'étais votre mari, je voudrais toujours vous tenir dans un sac. Je serais terrible avec vous. Quand il sera de retour, j'arrangerai cette affaire. Je n'arrangerai rien du tout, car il s'est mis en tête de me marier avec le toucheur de bœuf. Et moi, je m'envole sur le rebord du toit et je me moque de lui. C'est le gentil roi de Naples qui sera mon mari. Il n'y a pas de roi à Naples. Il y a un roi de Naples pour musique. N'essayez pas de me faire de la peine, ou je vous casserai le petit doigt. Ce n'est pas vrai non plus. Peut-être que j'ai cette tache sur l'épaule comme une colombe. Je vous l'ai montré. C'est toi qui es la colombe. Mon Dieu, comme il sera content quand il me tiendra dans ses bras. Ah, que le temps m'a duré. Fallait-il donc m'obliger à te chercher si loin? Musique, dira-t-il. Oh, il me semble que je l'entends. Oh, comme je serais contente de l'entendre me dire mon nom. Lui seul le sait désormais. Folle, tu ne l'as jamais vu. Je n'ai pas besoin de le voir pour connaître son cœur. Qui donc m'appelait si fort? Croyez-vous que ce n'était pas dur de partir ainsi et de fouler aux pieds tous les miens? Il m'appelle et je lui réponds aussitôt. Oui, musique, je le sais. Celui que ton cœur attend, il ne peut te faire défaut. Le vôtre n'attend-il plus personne? Mais qui oserait en menacer la paix quand il est sous la protection d'une telle beauté? Ah. Vous étiez fait pour marcher de compagnie. Vous et cet homme terrible qui essaie de m'attraper tout à l'heure, et dont la charge est de donner la mort. Mais cependant, vous voyez que le seigneur Balthazar ne se fie pas à ma beauté seule pour me défendre. Il a fait multiplier les gardes autour de ce vieux château. C'est moi-même qui le lui ai demandé. Aimez-vous tellement votre prison que vous vous plaisiez ainsi à la rendre plus sûre? Il y faut des barreaux bien forts. Que peut le monde contre vous? C'est moi sans doute qui peux beaucoup contre lui. Je ne veux d'aucune prison. La prison. Pour quelqu'un, il dit qu'elle est là où je ne suis pas. Il y a une prison pour moi, et nul ne pourra m'en arracher. Quelle musique? Les bras de celui que j'aime. Elle est prise. La folle musique. Elle échappe. Elle n'est là que pour un moment. Qui pourrait la retenir pour toujours avec son cœur? Déjà, je suis avec lui, sans qu'il le sache. C'est à cause de moi, avant qu'il m'ait connu, qu'il affronte à la tête de ses soldats tant de fatigue. C'est pour moi qu'il nourrit les pauvres et pardonne à ses ennemis. Ça ne sera pas long à comprendre que je suis la joie, et que c'est la joie seule, et non point l'acceptation de la tristesse qui apporte la paix. Oui, je veux me mêler à chacun de ces sentiments, comme un sel étincelant et délectable qui les transforme et les rince. Je veux savoir comment il s'y prendra désormais, pour être triste et pour faire le mal quand il le voudrait. Je veux être rare et commune pour lui.
comme l'eau, comme le soleil. L'eau pour la bouche altérée qui n'est jamais la même quand on y fait attention. Je veux le remplir tout à coup et le quitter instantanément. Et je veux qu'il n'ait alors aucun moyen de me retrouver. Et pas les yeux, ni les mains, mais le centre seul. Et ce sang sans nous de Louis qui s'ouvre. Rare et commun pour lui. Comme la rose qu'on respire tous les jours tant que dure l'été. Et une fois seulement. Ce cœur qui m'attendait. Quelle joie pour moi de le remplir. Et si parfois, le matin, le chant d'un seul oiseau suffit à éteindre en nous les feux de la vengeance et de la jalousie, que sera-ce de mon âme dans mon corps? Mon âme a ses corps ineffables, unis, en un concert, que nul autre que lui n'a respiré. Il lui suffit de se taire pour que je chante. Où il est, je ne cesse d'être avec lui. C'est moi, pendant qu'il travaille, le murmure de cette pieuse fontaine. C'est moi, le paisible tumulte du grand port dans la lumière de midi. C'est moi, 1000 villages de toutes parts dans les fruits, qui n'ont plus rien à redouter du brigand et de l'exacteur. C'est moi, petite, oui. Cette joie stupide sur son vilain visage, la justice dans son cœur, ce réjouissement sur sa face. Il n'y a rien pourquoi l'homme soit moins fait que le bonheur, et dont il se lasse aussi vite. Gabriel? Mais tu pleures! Ma chère! Oh ma chère! Mon Dieu, que se passe-t-il? Donne-moi une chaise! Une chaise! Tiens! Oh merci! Oh merde, où veux-tu? Tout de suite! Mon pauvre chou, mon pauvre chat, mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, bois! Merci! Il faut dégrafer mon écharpe! Peut-être mes mains! Tu as une fièvre! Je suis comme une folle! Calme-toi, je t'en supplie, tu me tournes le sang! Je suis comme une folle, je te dis! Bon, encore un peu! Là! Tu sens-tu un peu mieux? Oui! Je sais pas! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah mais soyez donc une honnête femme! Enfin, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon mari me trompe! Non. Oui! Non! Mais comment peut croire ça de lui? Crois-tu? Après 9 ans de mariage, en pleine lune de miel, Eh bien, nous sommes propres toutes les deux. ça, est-ce que toi aussi? Non, moi ce n'est pas cela. Seulement imagine pour que j'ai tous les ennuis du monde. Ma belle-mère est à l'agonie et je suis sans bonne. Alors bon, C'est comme je te dis. tu as renvoyé le phrase. Ce matin. Quelle histoire! Ah, ne m'en parle pas, j'en suis malade. D'autant plus que c'était une perle, cette fille. C'est vrai. Une perle. Un diamant. Elle avait toutes les qualités. Oh, mais voleuse. Oh bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas ça, c'est autre chose. Hein? Ainsi, moi. Te rappelles-tu d'Adèle, ma femme de chambre? Parfaitement, une grande banque avec une tête de brochet. Précisément. Eh bien. Est-ce qu'un jour, je ne l'ai pas trouvée en train de se débarbouiller le visage avec mon éponge de toilette? Pas possible! Ah, mais ma parole d'honneur, Ah, c'est bête, j'aurais tué! T'es bonne, on n'a pas le droit! Qu'est-ce que je disais? Oh oui, bah voilà, ma chérie me trouve. Tu es sûr au moins? Oh Dieu. Mon pauvre chou, mon pauvre chat. Oh bah oui, bah tu peux me plaindre. Je suis assez malheureuse. Et je te plains de tout mon cœur, seulement que je n'avais pas mérité ça. Oh moi, je voudrais. Mais bien sûr. Voyons, ma chérie, écoute-moi tes peines, cela te soulagera toujours un peu. Bien. Tu sais que Fernand va à la bourse tous les soirs.
Moi, je reste seule et je m'ennuie. Alors forcément, qu'est-ce que je fais? Tu retournes ses poches, je connais ça. Parfaitement, et je fouille dans son secrétaire. Tu as la clé? J'en ai fait faire une. Ce que tu as bien fait. N'est-ce pas? Tiens. Ce n'est pas par curiosité. Bien sûr, non. C'est par prévoyance. Sans doute. Et 2 clés valent mieux qu'une. Dans le cas où on perd la première, On a la seconde. et ben voilà tout. Oh mais, oh, à propos que je te fasse rire. T'as-je raconté que je pense avoir perdu les clés de chez nous l'autre soir? T'as appelé? Non. Quand? Pas longtemps, la semaine dernière. Oh, je ne t'ai pas raconté cela? Voilà la première nouvelle. Oh, ma chère, ça avait été toute une histoire. J'avais passé la soirée chez maman, et tu sais que maman, les jeudis soirs, donne du thé et des petits fours. Eh bien, minuit sonnant, je monte en fiacre, j'arrive chez moi, je grimpe les étages 4 à 4 et arrivé devant ma porte, pas de clé. Pas de clé. Pas l'ombre. Et ça, c'est drôle. Et ton mari? Au cercle. Réguignon. Oh mais crois-tu, mais avec tout ça, pas de lumière non plus. Je n'ai jamais tant ri. Je suis restée sur le palier de ma porte à attendre 2 h du matin le retour de Fernand. Oh. Fernand. Oh, le monstre. Oh, le gredin. Où en étais-je? Peux-je retourner? Ah, j'ai trouvé une lettre dans ses poches. Une lettre oubliée? Parfaitement. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, ce n'est pas nous ces oublis-là arriveraient. Oh non. De qui la lettre? Devine. Ma foi. Oh, c'est tellement ignoble, tellement monstrueux. Rose Mousseron. De Parisiana. Parfaitement, ma chère, de Parisiana. Celle qui chante J'ai une petite maison à Barge. Ce n'est pas l'air. Si. Non. Si. Tu te trompes. Mais t'es sûre? Je te jure, c'est plutôt comme ça. J'ai une petite maison à Barbe, à Barbe. J'ai une petite maison à Barbizon. Ah ouais, non, mais tu as raison. Je confonds toujours avec l'allumette de la rue du Caire. Ça ne va pas être bien malin d'avoir du succès au café-concert. Parbleu. Et alors? Et alors quoi? Comment finir avec ton histoire? Quelle histoire? L'histoire de la lettre. La lettre de Rose Mousseron. Ah, Rose Mousseron. Oh, une lettre ignoble, ma chère. Une vraie dégoûtation. Tu l'as sur toi, mon cœur? Non. Tant pis. Les monstres. Les misérables. Oh, la pouffe à qui nous sacrifions tout. Notre jeunesse. Nos espoirs. Ah non, jamais. Jamais je ne pardonnerai cela à Fernand, tu m'entends? Je crois que tu vas avoir une attaque de nerfs. Non, non, Gabriel, pas d'attaque parce que je te dis que je suis sans bonne. Donne-moi un peu d'eau de Tout à l'heure. Tiens, c'est pas ce que tu vas faire, mon petit chat? Si. Je me suis suicidée. Mais non, tu vas rester à dîner avec moi, cela ne changera le cours des idées. Regarde-moi donc un peu. En voilà une figure. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tu me trompes. Je te trompe? Comment je te trompe? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que tu te moques de moi, que tu es la dernière des coquines et qu'il y a quelqu'un ici. Quelqu'un? Oui, quelqu'un. Qui? Quelqu'un. Voilà du nouveau. Ah, ne ris pas. Et ne nie pas. Tu perdrais ton temps et ta peine, je sais tout. C'est cela. Hausse les épaules. Force-toi de me faire croire qu'on a mystifié ma bonne foi. Tu es bête. Je l'ai été. Oui, j'ai été 8 ans ta dupe. Inexplicablement aveugle, en présence de telles évidences qu'elles auraient dû me crever les yeux. N'importe. Ces temps sont finis. La canaille peut triompher. Une minute vient toujours où le bon Dieu, qui est un brave homme, se met avec les honnêtes gens. Je m'impose le silence, je crois. Tu peux même en être certain. En voilà un énergumène qui entre ici comme un boulet, pousse les portes, tire les rideaux, emplit la maison de ses cris, me traite comme la dernière des filles, va jusqu'à lever la main sur moi. Adèle. Tout cela parce que soi-disant il aurait vu 2 ombres sur la transparence d'un rideau. D'abord tu es ivre, Ce n'est pas vrai. alors tu mens, Je ne mens pas. donc tu es gris, c'est bien ce que je disais. De 2 choses l'une, tu as vu double, voilà, tu me cherches querelle. Enfin, ma chère amie, voilà, moi on m'a raconté des choses. Et tu les as tenues pour parole d'évangile. Et l'idée ne t'est pas venue un seul instant d'en appeler à la vraisemblance aux 8 années de liaison que nous avons derrière nous. C'est délicieux.
en sorte que je serai à la merci du premier chien coiffé venu. Un monsieur passera et qui dira « Votre femme vous est infidèle !» Et moi, je ferai les pots cassés, je tiendrai la queue d'un poil. Détrompe-toi! J'ai fait une gaffe. Celle-là est trop forte. Par exemple, voici de la lumière. Pourquoi faire? Pour que tu ailles voir toi-même, ne fais donc pas l'étonner. Tu n'empêcheras jamais les gens qui aiment d'être jaloux. Tu l'as déjà dit. Moi? Quand ça? Ah, tu m'ennuies, je te dis de prendre cette lampe et d'aller voir toi-même, tu connais l'appartement. Je n'ai pas besoin de t'accompagner. Sois donc pas méchante, Adèle. Est-ce que c'est ma faute à moi si on m'a collé une blague? Pardonne-moi, et n'en parlons plus. Tu sollicites mon pardon? C'est bizarre. Ce n'est donc plus à moi de mériter le tien par mon repentir et ma bonne conduite? Va toujours, nous verrons plus tard. Comme au fond tu es plus naïf que méchant, il est possible, pas sûr pourtant, qu'un jour, moi, j'oublie l'odieuse injure que tu m'as faite. Mais j'exige, tu entends, j'exige que tu ne quittes cet appartement qu'après avoir scruté et fouillé chacune de ses pièces. Il y a un homme ici, c'est vrai. Mais non, Ma parole d'honneur, tiens, il est là-dedans. Viens donc voir. tu me prendrais pour une poire? Voici les clés de la cave. La cave? Et tu me feras le plaisir d'y descendre. Tu es dur avec moi, tu sais. Et de regarder entre les tonneaux et les murs. Ah, je te fais des infidélités, je cache des amants chez moi. Eh bien, cherche, mon cher, et trouve. Allons. Je n'ai que ce que je mérite. Bon. Ben voilà, j'en étais sûr. Un peu plus tôt ou un peu plus tard, hein. Monsieur. Voici ma carte. Veuillez me faire l'honneur de la prendre. Très bien. Je vous ferai savoir mes intentions. Ah, Octave! Est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Nérine? Que votre père est de retour? Et qu'il veut vous marier? Oui, belle Hyacinthe. Ah, et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez. Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité? Et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave. Je suis sûre que vous m'aimez. Mais je ne le suis point que vous m'aimiez toujours. Mais peut-on vous aimer que l'on ne vous aime toute sa vie? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe est moins longtemps que le nôtre. Et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ma chère Hyacinthe, mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres hommes. Je le sens bien pour moi. Je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites. Et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères. Mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Et je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non, belle Hyacinthe, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Je me résoudrai à quitter mon pays, et le jour même, plutôt que de vous quitter. J'ai déjà pris, sans avoir vu, une aversion effroyable pour celle que l'on me destine. Et sans être cruel, je souhaiterais que la mer l'écartât d'ici pour jamais. Allons, mon aimable Hyacinthe, ne pleurez donc point, car vos larmes me tuent, et je ne puis les voir sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs. Et j'attendrai d'un œil constant ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi.
alors le ciel nous sera favorable. Il ne serait pas contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai, assurément. Je serais donc heureuse. Je suis de retour dans un moment, que l'on ait bien soin du logis et que tout aille comme il faut. Si l'on va m'apporter de l'argent, que l'on vienne vite me cueillir chez le seigneur Géronimo. Si l'on va m'en demander, que l'on dise que je suis sorti et que je ne rentre de la journée. Voilà un ordre fort prudent. Ah, seigneur Géronimo, je vous trouve à propos et je vais chez vous chercher. Et pour quel sujet, s'il vous plaît? Promettez-moi donc, seigneur Géronimo, de me parler avec toutes sortes de franchise. Je vous le promets. Jurez en votre foi. Oui, foi d'amis, dites-moi seulement votre affaire. C'est que... je voulais savoir si je ferais bien de me marier. Qui? Vous? Oui, moi-même, en propre personne. Quel est votre avis là-dessus? Eh bien, je vous prie de me dire une chose auparavant. Et quoi? Quel âge pouvez-vous bien avoir maintenant? Qui, moi? Oui. Ma foi, je ne sais pas. Quoi? Vous ne savez pas à peu près votre âge? Non, est-ce qu'on songe à cela? Eh bien, dites-moi un peu. Quel âge avez-vous lorsque nous nous connûmes? J'avais 20 ans alors? Combien y a-t-il dans notre séjour à Rome? 8 ans. Quel temps avez-vous demeuré en Angleterre? 7 ans. Et en Hollande, où vous faites ensuite? 5 ans et demi. Combien y a-t-il que vous êtes revenu ici? Je revins en 56. De 56 à 68, il y a 12, ce me semble. 5 en Hollande font 17, 7 en Angleterre font 24, et 8 dans notre séjour à Rome font 32. Et 20 que vous avez lorsque nous nous connûmes. Si bien, seigneur Sganarelle, que d'après votre propre confession, vous êtes à votre 52e ou 53e année. Qui, moi? Cela ne se peut. Et dites-moi un peu, quelle est la personne avec qui vous allez vous marier? Dorimène. Quoi? Cette belle Dorimène? Si galante et si bien parée? Oui. La fille du seigneur Alcantor? Avec le seigneur Sganarelle qui n'a que 53 ans? Oh, le beau mariage! Oh, le beau mariage! Ce mariage doit être heureux, car il donne de la joie à tout le monde et je fais tous ceux à qui j'en parle. Voilà maintenant le plus heureux des hommes. Allons, petit garçon, qu'on tienne bien ma queue et qu'on ne s'amuse pas à patiner. Voilà ma belle qui arrive. Qu'elle est agréable, hein? Quel air et quelle taille! Peut-il y avoir un homme qui n'est en la voyant et démangeaison de se marier? Où allez-vous, belle mignonne? Chère épouse future de votre époux futur. Je vais faire quelques emplettes. Eh bien, ma belle, c'est maintenant que nous allons être heureux l'un et l'autre. Vous ne serez plus en droit de me rien refuser, et je pourrai faire avec vous tout ce qu'il me plaira sans que personne ne s'en scandalise. Vous allez être à moi, de la tête jusqu'aux pieds, et je serai maître de tout. De vos petits yeux éveillés, de votre petit nez fripon, de vos lèvres appétissantes, de vos oreilles amoureuses, de vos petits tétons rondelés, de votre... Enfin, toute votre personne sera à ma discrétion et je serai à même de vous caresser quand il me plaira. N'êtes-vous pas bien aise de ce mariage, mon aimable pouponne? Oh, tout à fait aise, je vous jure. Car enfin, la sévérité de mon père m'a tenu jusqu'ici dans une suggestion la plus fâcheuse du monde. Il y a je ne sais combien que j'enrage du peu de liberté qu'il me donne. Et j'ai mais 100 fois souhaité qu'il me mariât pour me sortir promptement de la contrainte où j'étais avec lui et me voir en état de faire tout ce que je voudrais. Oh, Dieu merci, vous êtes venu, heureusement pour cela. Et je me prépare désormais à me donner du divertissement et à réparer comme il le faut le temps que j'ai perdu. Ah, comme vous êtes un fort galant homme et que vous savez comme il faut vivre, je crois que nous ferons le meilleur ménage du monde ensemble. Et que vous ne serez point de ces maris incommodes qui veulent que leurs femmes vivent comme des loups-garous. Je vous avoue que je ne m'accommoderai point de cela. La solitude me désespère. J'aime le jeu, les balades, les visites, les assemblées, les cadeaux! En un mot, toutes les choses de plaisir. Vous devez être ravis d'avoir une femme de mon humeur. Nous n'aurons jamais aucun démêlé ensemble. Je ne vous contraindrai point dans vos actions. Tout comme j'espère que, de votre côté, vous ne me contraindrez point dans les miennes.
Enfin, nous vivrons comme deux personnes mariées qui savent leur monde. Jamais aucun soupçon de jalousie ne viendra troubler notre cervelle. Et c'est ainsi que vous serez assurés de ma fidélité, tout comme je serai persuadée de la vôtre. Mais qu'avez-vous? Je vous vois tout changer de visage. Ce sont quelques vapeurs qui viennent de me monter à la tête. Un mal qui attaque bien du monde de nos jours. Notre mariage vous dissipera tout cela. Adieu. Ah, il me tarde que je n'ai de nouveaux vêtements pour quitter vite ces guenilles. Je m'en vais d'achever d'acheter les choses dont j'ai besoin. Je vous enverrai les marchands. Seigneur Ganarelle, je suis ravi de vous trouver encore ici, et j'ai rencontré un orfèvre qui, sur le bruit que vous cherchiez quelques beaux diamants en bague pour en faire présent à votre épouse, m'a fort prié de vous venir parler pour lui et de vous dire qu'il en a un à vendre, le plus parfait du monde. Mon Dieu, cela n'est pas précis. Comment? Mais que veut dire cela? Où est passé l'artère que vous montriez tout à l'heure? Il m'est venu depuis un moment de petits scrupules sur le mariage. Avant que de passer plus avant, je voudrais bien agiter à fond cette matière. Bon, Seigneur Ganarelle. Maintenant, quelques affaires qui m'empêchent de courir. Mais quant au raisonnement sur le mariage, vous avez deux savants, deux philosophes, vos voisins, qui sont gens à vous débuter tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. Comme ils sont de sectes différentes, vous pourrez examiner leurs diverses opinions dessus. Pour moi, je me contente de ce que je vous ai dit tantôt et demeure votre serviteur. Il a raison. Il faut que j'aille consulter un peu ces gens-là sur l'incertitude où je suis. Allez! Vous êtes un impertinent, mon ami. Un homme ignare de toute bonne discipline, bannissable de la République des lettres. Ah, bon, en voici un bras. Je te soutiendrai par toute raison. Je te montrerai par le plus grand des philosophes, Aristote, que tu es un ignorantissime, ignorantifiant et ignorantifié par tous les cas et modes imaginables. La querelle contre quelqu'un, Seigneur. Ah, tu veux te mêler de raisonner et tu ne connais pas seulement les éléments de la raison. La colère l'empêche de me voir, Seigneur. C'est une proposition condamnable dans toutes les terres de la philosophie. On est fort irrité. Toto Coelho, Totavia, Aberas. Je baisse de les mains, Mon serviteur, sais-tu bien ce que tu as fait? Un syllogisme in balordo, un majeur en est inepte, la mineur impertinente et la conclusion ridicule. Je crèverais plutôt que d'avouer ce que tu dis. Et je soutiendrai mon opinion jusqu'à la dernière goutte de mon encre. Ah oui, je défendrai cette proposition pugni, cette calcibus, ingibus et rostro. Seigneur Aristote, peut-on savoir ce qui vous met si fort en colère? Un sujet des plus justes du monde. Et quoi encore? Un ignorant m'a voulu soutenir une proposition erronée, une proposition épouvantable, effroyable, exécrable. Puis-je demander ce que c'est? Ah, Seigneur Ganarelle, tout est renversé aujourd'hui. Et le monde est tombé dans une corruption générale. Une licence épouvantable règne partout. Et les magistrats, qui sont établis pour maintenir l'ordre dans cet état, devraient mourir de honte en souffrant un scandale aussi intolérable que celui dont je veux parler aujourd'hui. Quoi donc? N'est-ce pas une chose horrible? Une chose qui crie vengeance au ciel, que d'endurer qu'on dise publiquement la forme d'un chapeau. Comment? Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau, d'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure. Que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont animés, et la figure, la disposition extérieure des corps qui sont inanimés. Et puisque le chapeau est un corps inanimé, il faut dire la forme d'un chapeau, oui! Impertinent que vous êtes! C'est ainsi qu'il faut parler, et ce sont les termes exprès d'Aristote dans le chapitre de la qualité! Et moi qui croyais que tout fut perdu. Seigneur docteur, ne songez plus à Je tout suis cela. dans une colère que je ne me sens pas! Laissez la forme et le chapeau en paix. J'ai quelque chose à vous communiquer. Impertinent, fiefé! Ne- Ignorant! Eh, mon Dieu! Mais vouloir soutenir une proposition de la sorte! Il a tort! Une proposition condamnée par Aristote Cela est en vrai. termes exprès! Vous avez raison! Oui, vous êtes un sot et un impudent de vouloir disputer contre un docteur qui sait lire et écrire. Ah! Voilà qui est fait. Je vous prie de bien vouloir m'écouter. Je viens vous consulter sur une affaire qui m'embarrasse. J'ai dessein de prendre une femme pour me tenir compagnie dans mon ménage. La personne est belle et bien faite, et est ravie de m'épouser.
Son père me l'a accordé, mais je crains un peu ce que vous savez. La disgrâce dont on ne plaint personne. Je voudrais vous prier, comme philosophe, de me dire votre sentiment. Quel est votre avis là-dessus? Plutôt que d'avouer qu'on dise la forme d'un chapeau, j'avouerai que Daturi, Rerum Natura et que je ne suis qu'une bête. La peste soit de l'homme! Eh, monsieur le docteur! Écoutez un peu les gens! On vous parle 1 heure durant, vous ne répondez pas à ce qu'on vous dit. Eh bien, je vous demande pardon, une juste colère m'occupe. Eh bien, laissez tout cela et prenez la peine de m'écouter. Soit. Que voulez-vous me dire? Je veux vous parler de quelque chose. Et de quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? Oui. Parbleu. De la langue que j'ai dans la bouche. Je crois que je n'irai pas emprunter celle de mon voisin. Mais je vous dis de quel idiome, de quel langage? C'est une autre affaire. Vous voulez me parler espagnol? Non. Italien? Non. Allemand? Non. Anglais? Non. Latin? Non. Grec? Non. Syriaque? Non. Hébreu? Non. Turc? Non. Arabe? Non. Non. Français. 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 Bien. Bon, bien passer de l'autre côté, car cette oreille-ci est destinée aux langues scientifiques et étrangères, et l'autre est pour la vulgaire et la maternelle. Faut bien des cérémonies avec ces sortes de gens-ci. Que voulez-vous? Je veux vous consulter sur une petite difficulté. Petite difficulté de philosophie, sans doute. Vous Pardonnez-moi. voulez peut-être savoir si la substance et l'accident sont termes synonymes ou équivoques à l'égard de l'être. Point du si tout, la logique est un art ou une science. Ce n'est pas Si elle a pour cela, objet les 3 opérations de l'esprit ou la 3e seulement. Non, S'il y a 10 catégories ou s'il n'y en a qu'une. Point. Si la conclusion est l'essence du syllogisme. Non. Si la science du bien est mise dans la paternité ou dans la concurrence. non. Si le bien c'est réciproque avec la fin. Nenni. Si la fin nous peut émouvoir par son être réel ou son être intentionnel. Non, 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 de partout des diables, non. Bon, eh bien, expliquez-moi votre pensée car je ne puis pas la deviner. Je vous la veux expliquer aussi, mais il faut m'écouter. La parole a L'affaire été que j'ai donnée à à vous l'homme dire, pour c'est que j'ai expliquer envie de sa me pensée. marier Et tout avec une ainsi que fille les qui est pensées jeune sont et les belle. parties de toute Je l'aime chose. fort De même, la parole et je était suis le ravi de portrait de l'épouser. notre Son père me Mais l'a ces accordé. portraits Mais diffèrent comme des autres j'appréhende. portraits, en ce que ces autres portraits sont distingués partout de leurs originaux, puisque la parole enferme en elle-même son original, puisqu'elle n'est autre chose que la pensée expliquée par un signe extérieur. D'où tient que ceux qui pensent bien sont souvent ceux qui parlent le mieux. Expliquez-moi de votre pensée par la parole qui est le plus intelligible de tous les signes. On m'avait bien dit que son maître Aristote n'était rien qu'un bavard. Il faut que j'aille trouver l'autre. Peut-être qu'il sera plus posé et plus raisonnable. Voilà. Que voulez-vous de moi, Seigneur Sganarelle? Seigneur docteur, j'aurais besoin de votre conseil sur une petite affaire dont il s'agit. Je suis venu ici pour cela. Voilà qui va bien. Il écoute le monde, celui-ci. Seigneur Sganarelle, changez s'il vous plaît cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions positives, mais de toujours suspendre son jugement, de parler de tout avec incertitude. Et par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu », mais « il me semble que je suis venu ». Il me semble. Oui. Parbleu. Il faut bien qu'il me le semble, puisque cela est... Mais ce n'est pas une conséquence. Il peut bien vous sembler sans que la chose soit véritable. Comment? Il n'est pas vrai que je suis venu? Cela est incertain et nous devons douter de tout. Quoi, je ne suis pas ici et vous ne me parlez pas? Il m'apparaît que vous êtes là. Il me semble que je vous parle, mais n'est pas assuré que cela soit. Que diable? Vous vous moquez? Me voilà et vous voilà bien nettement. Il n'y a point de me semble à tout cela. Quelles sont ces utilités, je vous prie, et parlons de mon affaire. Je viens vous dire que j'ai envie de me marier. Je n'en sais rien. Vous le dis? Il se pourrait. La fille que je veux prendre est fort jeune et fort jolie. Ce n'est pas impossible. Ferais-je bien ou mal de l'épouser? L'un ou l'autre. C'est notre musique. Je vous demande si je ferais bien d'épouser la fille dont je vous parle. Selon la rencontre. Ferais-je mal? Par aventure. De grâce, répondez-moi comme il faut. C'est mon dessein. J'ai une grande inclination pour la fille. Cela peut être. Le père me l'a accordé. Il se pourrait. Mais en l'épousant, je crains d'être cocu. La chose est faisable. Qu'en pensez-vous? Qu'il n'y a pas d'impossibilité. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Je ne sais. Que me conseillez-vous de faire? Ce qui vous plaira. Oh, j'enrage. Je m'en lave les mains. Diable soit le vieux rêveur. Elle en sera ce qu'il pourra. Peste du bourreau. J'aurais changé de note, chien de philosophe enragé. Aïe! 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 Te voilà payé de Togalimatia.
Et me voilà content. Quelle insolence! M'outrager de la sorte! Avoir eu l'audace de battre un philosophe comme moi! Corrigez s'il vous plaît cette manière de parler. Il faut douter de toute chose. Et vous ne devez pas dire que je vous ai battu, mais qu'il vous semble que je vous ai battu. Aïe, 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 aïe! Je m'en vais faire une plainte au commissariat du quartier des coups que j'ai reçus! Je m'en lave les mains. Aïe! J'en ai des marques sur ma personne! Ça peut faire. Aïe! C'est toi qui m'as traité ainsi! Il n'y a pas d'impossibilité. Aïe! J'aurai un décret contre toi! Je n'en sais rien. Aïe! Et tu seras condamné en justice! Il en sera ce qu'il pourra. Aïe! Laisse-moi faire! Comment ne saurait tirer une parole positive de ce chien d'homme-là? Et on est aussi savant à la fin qu'au commencement. Que dois-je faire dans l'incertitude des suites de mon mariage? Jamais homme ne fut aussi embarrassé que je le suis. Ah, voici des Égyptiennes. Il faut que je me fasse dire par elles ma bonne aventure. Quels sont gaillards. Écoutez, vous autres, y aurait-il moyen de dire ma bonne aventure? Oui, mon beau monsieur, nous voici deux qui te la diront. Tu n'as seulement qu'à nous donner ta main, avec la croix dedans, et nous te dirons quelque chose pour ton bon profit. Tenez, les voilà toutes deux avec ce que vous demandez. Tu as une bonne physionomie, mon beau monsieur. Une bonne physionomie. Oui, bonne physionomie d'un homme qui sera un jour quelque chose. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu épouseras une femme gentille. Une femme gentille. Une femme qui sera aimée et chérie de tout le monde. Une femme qui te fera beaucoup d'amis. Une femme qui fera venir l'abondance chez toi. Une femme qui te donnera une grande Tu réputation. seras considéré par elle, mon bon monsieur. Tu seras considéré par elle. Voilà qui est bien. Mais dites-moi, suis-je menacé d'être cocu? Cocu? Oui. Cocu? Oui, cocu. Que diable! Ce n'est pas là me répondre! Venez ça, je vous demande à toutes deux si je serai cocu. Cocu? Vous? Oui, si je suis menacé d'être cocu. Vous? Cocu? Oui, si je le sais ou non. Pèse soit des caronnes. Il faut que je sache absolument la destinée de mon mariage. Et pour cela, je vais aller trouver ce grand magicien dont tout le monde parle tant, et qui par son art admirable nous fait voir tout ce qu'on le souhaite. Je crois que je n'ai que faire d'aller au magicien. Et voilà ce qui me montre tout ce que je puisse demander. Quoi? Belle Dorimène, c'est sans raillerie que vous parlez? Sans raillerie. Vous vous mariez tout de bon. Tout de bon. Et vos noces se feront dès ce soir. Dès ce soir. Et vous pouvez, cruel que vous êtes, oublier de la sorte les obligeantes paroles que vous m'avez données? Moi? Pas du tout. Je vous considère toujours de même. Et ce mariage ne doit point vous inquiéter. C'est un homme que je n'épouse point par amour. Et sa seule richesse me fait résoudre à l'accepter. Je n'ai point de bien. Vous n'en avez point aussi. Et vous savez que sans cela on passe mal le temps au monde. Et qu'à quelque prix que ce soit, il faut tâcher d'en avoir. J'ai embrassé cette occasion-ci de me mettre à mon aise. Et je l'ai fait sur l'espérance de me voir délivrer du barbon que je prends. C'est un homme qui mourra avant qu'il soit peu. Et qui n'a tout au plus que 6 mois dans le ventre. Je vous le garantis défunt dans le temps que je dis. Et je n'aurai pas longuement à demander pour moi l'heureux état de veuve. Oh! Nous parlions de vous!
Et nous en disons tout le bien que l'on saurait dire. Est-ce là, monsieur? Oui, c'est monsieur qui me prend pour femme. Monsieur, veuillez agréer que je vous félicite de votre mariage et vous présente mes très humbles services. Je vous assure que vous épousez là une très honnête personne. Et vous, mademoiselle, je me réjouis avec vous aussi de l'heureux choix que vous avez fait. Vous ne pouvez pas mieux choisir. Et monsieur a toute la mine d'être un fort bon mari. Oui, monsieur, je veux faire amitié avec vous. Et lier ensemble un petit commerce de visites et de divertissement. C'est trop d'honneur que vous nous faites à tous deux. Mais allons, le temps me presse et nous aurons tout le loisir de nous entretenir ensemble. Me voilà tout à fait dégoûté de mon mariage. Je crois que je ne ferais pas mal de m'aller dégager de ma parole. Il m'a coûté quelque argent. Mais vaut mieux qu'on perde cela que de s'exposer à quelque chose de pire. Tâchons étroitement de nous débarrasser de cette affaire. Oula! Ah, mon gendre, soyez le bienvenu. Monsieur, votre serviteur. Vous venez pour conclure le mariage? Excusez-moi. Je vous promets que j'en ai autant d'impatience que vous. Je viens ici pour un autre sujet. J'ai donné ordre à toutes les choses nécessaires pour cette fête. Ce n'est pas ce qui m'amène. Les violons sont revenus, le festin est commandé, ma fille est parée pour vous recevoir. Oui, mais il n'est pas question de cela. Enfin, vous allez satisfait et rien ne peut retarder votre consentement. Mon Dieu, c'est autre chose. Allons, à très vite, mon gendre. J'ai un petit mot à vous dire. Ah, mon Dieu, ne faisons pas de cérémonie, à très vite, s'il vous plaît. Non, vous dis-je. Je vais vous parler auparavant. Vous voulez me dire quelque chose? Oui. Et quoi? Seigneur Alcantor, j'ai demandé votre fille en mariage, il est vrai. Et vous me l'avez accordé. Mais je me sens un peu avancé en âge pour elle. Et je crois pas être du tout son fait. Pardonnez-moi. Ma fille vous trouve bien comme vous êtes et je suis sûre qu'elle vivra fort contente avec vous. J'ai quelquefois des bizarreries épouvantables. Elle aura beaucoup à souffrir de ma mauvaise humeur. Ma fille a de la complaisance et vous verrez qu'elle s'accommodera entièrement à vous. J'ai quelques infirmités sur mon corps qui pourraient la dégoûter. Cela n'est rien. Une honnête femme ne se dégoûte jamais de son mari. Enfin, voulez-vous que je vous dise? Je ne vous conseille pas de me la Vous donner. moquez-vous? J'aimerais mieux mourir que d'avoir manqué à ma parole. Je vous en dispense et Pas du tout. Je vous l'ai promise et vous l'aurez en dépit de tous ceux qui y prétendent. Que diable. J'ai une estime et une amitié pour vous toute particulière. Et je refuserai ma fille à un prince pour vous la donner. Seigneur Alcantor, je vous suis obligé de l'honneur que vous me faites. Mais je vous déclare que je ne veux plus me marier. Qui? Vous? Oui. Moi. Et la raison? La raison, c'est que je me sens point propre pour le mariage. Et que je veux imiter mon père et tous ceux de ma race qui ne se sont jamais voulu marier. Écoutez, les volontés sont libres et je suis homme à ne contraindre jamais personne. Vous vous êtes engagé avec moi pour épouser ma fille et tout est préparé pour cela. Mais puisque vous voulez retirer votre parole, je vais voir ce qu'il y a à faire et vous aurez bientôt de mes nouvelles. Encore est-il plus raisonnable que je le pensais. Je croyais avoir bien plus de mal à m'en décharger. Eh oh. Oh. Ma foi, j'ai fait fort sagement de me tirer de cette affaire. Et j'allais faire un pas, dans longtemps peut-être, je me serais repenti. Ah, voici le fils qui vient me rendre réponse. Monsieur, je suis votre serviteur très humble. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur. Mon père m'a dit, monsieur, que vous étiez venu dégager de la parole que vous aviez donnée. Oui, monsieur, c'est avec regret, mais... Ah, monsieur, il n'a pas de mal à cela. J'en suis fâché, je vous assure, Eswood. Cela n'est rien, vous dis-je. Monsieur, prenez la peine de choisir de ces deux épées laquelle vous voulez. De ces deux épées? Oui, s'il vous plaît. À quoi bon? Eh bien, monsieur, comme vous refusez d'épouser ma soeur après la parole donnée, je crois que vous ne trouverez pas mauvais le petit compliment que je viens de vous faire. Comment?
Bien d'autres gens feraient du bruit, s'emporteraient contre vous, mais nous sommes personnes à traiter les choses dans la douceur et je viens vous dire civilement qu'il faut, si vous le trouvez bon, que nous nous coupions la gorge ensemble. Voilà un compliment fort mal tourné. Allons, monsieur, choisissez, je vous prie. Je suis votre valet, je n'ai point de gorge à me couper. Monsieur, il faut que cela soit, s'il vous plaît. Monsieur, rengainez ce compliment, je vous prie. Bon, dépêchons vite, monsieur, j'ai une petite affaire qui m'attend. Je ne veux point de cela, vous dis-je. Vous ne voulez pas vous battre? Nenni, ma foi. Tout de bon. Tout de bon. Au moins, monsieur, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Vous voyez que je fais les choses dans l'ordre. Vous lui manquez de parole, je veux me battre contre vous. Vous refusez de vous battre, je vous donne des coups de bâton. Tout ceci est dans les fins. Vous êtes trop honnête homme pour ne pas approuver mon procédé. Que diable d'homme est ceci? Allons, monsieur, faites les choses galamment et sans vous faire tirer l'oreille. Encore? Monsieur, je ne compterai personne. Mais il faut que vous vous battiez ou que vous épousez ma sœur. Monsieur, je ne puis faire ni l'un ni l'autre. Je vous l'assure. Assurément? Assurément. Avec votre permission, donc. Monsieur, j'ai tous les regrets du monde d'être obligé d'en user ainsi avec vous. Mais je ne cesserai pour, s'il vous plaît, que vous n'ayez promis de vous battre ou d'épouser ma sœur. Eh bien, j'épouserai. J'épouserai. Ah, monsieur, mais je suis ravie que vous vous mettiez à la raison et que les choses se passent doucement. Car enfin, vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus, je vous jure. Et j'aurais été au désespoir que vous m'eussiez contraint à vous maltraiter. Je vais appeler mon père pour lui dire que tout est d'accord. Mon père! Voilà monsieur qui est tout à fait raisonnable. Il a voulu faire les choses de bonne grâce. Vous pouvez lui accorder ma sœur. Monsieur, voilà sa main. Vous n'avez qu'à donner la vôtre. Ah, nous sur le ciel, m'en voilà déchargé. Allons nous réjouir de célébrer cet heureux mariage.